et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On reçoit aujourd'hui une personnalité, c'est vraiment une personne qui a un parcours particulier, relativement atypique. Il va nous en parler. Alexander Samuel, qui est très connu notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez entendu parler de lui. Si vous tapez en tout cas son nom sur Google, vous verrez un certain nombre de résultats le concernant. Donc, c'est pas quelqu'un de totalement inconnu, loin de là. Et encore une fois, moi, je l'ai rencontré sur Twitter parce que on va se mettre d'accord, c'est mal, tu m'as un petit peu engueulé, on s'est gentiment engueulé, et puis finalement, on s'est rabiboché parce qu'on disait des choses pas si éloignées que ça les uns des autres, l'un de l'autre. Et donc, moi, j'ai un peu découvert cette personnalité, je trouvais hyper intéressante, et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir son parcours, qu'il nous raconte un petit peu son parcours. D'une part. Et deuxièmement, il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord, et je pense que c'est intéressant de débattre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord sans s'écharper, c'est est-ce qu'il faut psychiatriser ses opposants. Là, en l'occurrence, Alexander, il est très impliqué dans l'histoire avec Raoult. Donc, faut-il psychiatriser Raoult? Ce sera donc la deuxième partie de cette vidéo. D'abord, sa présentation et ensuite le débat. Merci infiniment, Alexander, d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter? Merci de m'avoir invité déjà. Et ouais, alors on m'appelle Alex, c'est plus simple comme ça, pour la discussion, ce sera plus facile. Je suis docteur en biologie moléculaire. J'ai eu un projet scolaire un parcours scolaire assez classique, plutôt bien. J'étais bon élève et tout. Avec petite particularité, c'est que j'ai les cheveux longs, hein, et puis je me suis mis au métal très tôt. Et puis après mon doctorat, j'étais un peu dégoûté du monde de la recherche. J'ai été dans l'université de notre ministre de la Recherche en France, qui est une fraudeuse, qui a fraudé. Et j'ai vu pas mal de désignations de postes, comme comment on choisit les postes, par exemple quand la femme d'un candidat est dans le jury et sélectionne donc son mari, ou le mari sélectionne sa femme pour être recruté comme professeur. Donc j'ai vu des choses comme ça se passer, et je trouvais que c'était pas la recherche que j'aimais, que je voulais faire. Je voyais des personnes qui étaient brillantes, qui faisaient des post-docs, qui enchaînaient les post-docs et qui n'arrivaient pas à avoir de poste. Et j'ai dit non, si je fais de la recherche, ce sera une passion. Ce sera quelque chose que je fais par plaisir. Et je préfère avoir un métier qui me rend heureux, qui me permet de m'épanouir. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite, dès mon doctorat, construit ma vie en quittant la recherche, en étant prof en lycée, donc professeur en fonction publique, fonctionnaire. Ce qui m'assure une sécurité d'emploi et un métier qui me plaît aussi, parce que j'aime bien quand même transmettre aux élèves. Et à côté de ça, j'ai continué à faire un petit peu de recherche, à m'intéresser à des sujets de recherche à droite à gauche, sans nécessairement avoir un laboratoire. Mais de nos jours, on a beaucoup de bioinformatique qui peut se faire, et le domaine dans lequel j'avais bossé, c'était la neuro, et c'était des choses où on avait besoin d'un bon ordinateur et de faire tourner des bases de données qui sont publiques en fait. Donc je m'amusais à regarder un peu des choses, à vérifier certains résultats, à essayer de me faire mes idées, à vulgariser aussi certaines choses, un peu dans mon coin, sans nécessairement chercher la lumière. Et il m'est tombé dessus quelque chose, qui sont les gaz lacrymogènes. Alors j'avais des amis qui savaient ce que je faisais, et qui avaient été exposés aux gaz lacrymo, et qui m'ont dit il y a du cyanure là-dedans. Et j'ai cru que c'était une fake news, et entre-temps j'étais devenu spécialiste fake news de l'Académie de Nice. Donc du coup, c'était vraiment un truc que je voulais débunker. Donc je me suis dit, je vais débunker cette histoire. Il n'y a pas de cyanure. Le gouvernement, il est pas en train de vous tuer en vous planquant du cyanure dans les gaz lacrymogènes. Et je pensais pouvoir débunker ça en 5 minutes. Je pensais pas avoir besoin de faire un grand effort. Et finalement, j'ai été étonné parce que la littérature scientifique, qui existait déjà, indiquait qu'il y avait du cyanure qui était formé. Et on ne connaissait pas vraiment les doses. Et les effets que me décrivaient les manifestants correspondaient aussi à des intoxications au cyanure légères. Et pire que ça, on a eu des résultats d'analyse de gens qui ont vérifié s'ils étaient intoxiqués au cyanure et qui étaient positives et très élevées. Beaucoup plus que les normales. On a toujours un peu de cyanure parce qu'on peut fumer des cigarettes, etc. Là, c'était 3 fois la normale. Donc à ce moment-là, je me suis dit, les autorités vont être alertées, on va essayer de communiquer un peu sur ça. Et ce qui a été extrêmement étonnant, c'est qu'au lieu de s'alerter, au lieu de prendre les choses en main, les autorités nous ont mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que j'ai une enquête encore en cours sur moi, parce que des médecins ont fait des prises de sang pour vérifier les niveaux de cyanure dans le sang de manifestants, et que j'étais complice de cette action, entre guillemets. Et il y a encore une enquête en cours pour violence aggravée et mise en danger de la vie d'autrui, pour des prises de sang avec consentement signé, faites par des médecins, etc. Donc,
j'ai été mis en garde à vue 3 fois en une année. C'est pas très sympa les gardes à vue, hein, on se fait vraiment maltraiter. C'est pour ceux qui en ont jamais fait, c'est très loin de ce qu'on s'imagine. La première fois que je me suis imaginé une garde à vue, je pensais pas que ce serait aussi violent. Surtout quand on n'a rien à se reprocher. Je me suis dit c'est peut-être violent pour les personnes qui font n'importe quoi, mais c'est violent pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que moi, ils m'ont pas laissé. J'étais toujours correct, poli, etc. Ils m'ont pas laissé boire, ils m'ont pas laissé aller aux toilettes. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du fait de ces gardes à vue totalement arbitraires, parce que j'en ai eu qui étaient vraiment arbitraires complètes, plus perquisition à mon domicile, destruction de livres à mon domicile, euh, ils ont, euh, ouais, ils ont fouillé mes conversations, mes mails. J'ai échangé avec des chercheurs assez importants qui n'avaient pas envie de s'exprimer publiquement, qui avaient un peu peur d'ailleurs en échangeant avec moi. Ça a été fouillé par la police. Donc ces choses-là m'ont vraiment mis en lumière, entre guillemets, parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu connu comme complotiste, entre guillemets, pour certains, qui s'appelle Juan Branco, qui est un avocat, qui a écrit un livre qui est assez connu, qui a eu vent de ce qui m'arrivait, et qui a décidé de parler de moi, de faire une vidéo sur moi, ce qui m'a mis en lumière, et ce qui a intéressé des journalistes qui ont ensuite regardé mon contenu, vérifié les informations, et se sont rendus compte qu'en fait c'était extrêmement sérieux ce que je faisais. Et de fil en aiguille, j'ai eu une petite notoriété sur cette histoire de gaz lacrymogène principalement. Il y a pas mal d'articles, hein, quand on tape mon nom, on voit tout ce que j'ai fait. J'ai réussi, là, en juillet, à faire sortir un dossier scientifique par l'Association de toxicologie chimie de Paris, avec comme co-auteur André Picot, qui est un des pontes, on va dire, du domaine, et qui est convaincu de la dangerosité de ces gaz lacrymogènes. Et effectivement, au moment où je travaillais encore sur les gaz, est arrivé ce coronavirus. Et j'ai été assez tôt confronté à ça parce que j'étais en contact avec les gens de Hong Kong. Et c'est là qu'on s'est un peu pris le bec, on va dire, sur Twitter. Mais c'est de ma faute parce que en fait, tu avais fait une vidéo qui n'était pas du tout fausse en soi, qui s'appuyait, on va dire, sur des choses qui avaient été publiées par des scientifiques, qui, à mon sens, étaient un peu trop légères. Et en t'appuyant sur ça, ton raisonnement était cohérent. Et par contre, tu as servi de support à des gens qui étaient complètement fanatisés. Et effectivement, ça m'avait embêté. Et j'avais rejeté un peu sur toi ce que je ressentais par rapport à toutes ces personnes qui n'arrêtaient pas de me saouler sur ces histoires de Raoult et compagnie. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu pris le bec, mais en fait, j'avais trouvé ta chaîne de manière générale intéressante, parce que tu évoques quand même beaucoup d'autres sujets, et il faut pas s'arrêter à un seul sujet. Et je pense que c'est bien qu'on en ait discuté, et que du coup, on arrive à se rendre compte qu'on peut parler, et que c'est quand même... tu es une personne aussi intéressante que tu en as l'air. Et je pense on va pouvoir débattre un petit peu de cette chose-là. Alors, c'est toi qui m'as proposé ce sujet sur faut-il psychiatriser Raoult. Ouais. Alors d'abord, juste moi, je ne sais pas, tu as dit que la ministre de la Recherche avait fraudé, moi j'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je te laisse évidemment responsable. Je n'ai pas enquêté. J'imagine que de toute façon, tu as des références par rapport à ça, ou tu as déjà dû faire des posts par rapport à ça, donc voilà, je laisse les gens évidemment... Alors si vous voulez une référence, je te coupe, je donne la référence, comme ça les gens ils peuvent chercher. Ouais. Il y a Leonid Schneider qui a reçu ces documents de la part d'un professeur qui était à l'université de Nice. Il a tout rendu public, c'est sur For Better Science. Donc il suffit de chercher For Better Science Vidal, on tape ces deux mots-clés, et on trouve tout ce qu'elle a fait. Elle a couvert des fraudes par rapport à l'affaire Perroche. Il y a eu beaucoup d'histoires sur l'affaire Perroche. Vous pouvez regarder tout ce qui s'est passé. Elle a usé un peu de son influence au niveau du CNRS pour protéger des fraudeurs. Et elle-même a fait des copier-coller de gel qui ont été montrés sur le site, hein, qui sont avérés. D'accord. Bon, je connais pas cette histoire. Ce qui est certain, et comme tu l'as dit, c'est que la fraude scientifique, c'est quelque chose qui est assez généralisé. C'est extrêmement commun, y compris par des équipes tout à fait brillantes, y compris par des gens qui ne fraudent pas tout le temps, qui font des choses très intéressantes. Le système étant basé sur des êtres humains, eh bien la fraude fait partie forcément donc, du système, puisque l'être humain fraude, c'est comme ça. Et donc oui, alors pour l'histoire de Raoult, moi j'ai un avis qui est effectivement différent du tien. Et en fait, Raoult, c'est juste un exemple, mais finalement, c'est valable pour à peu près tout. C'est que je pense que quand on a envie de faire passer un message, l'idée,
c'est pas de le faire passer auprès de ceux qui sont déjà convaincus, c'est de le faire passer chez des gens, non pas qui sont convaincus de l'inverse, mais qui sont un petit peu entre les deux finalement. Il y a un ventre mou en général qui est très important parce que finalement, des gens convaincus d'une chose ou de l'autre chose, je pense que ça ne représente pas tant de gens que ça. Des gens qui, de toute façon, ne changeront pas d'envie, je ne pense pas que ça représente tant de gens que ça. Et donc, moi, l'idée, quand je fais une vidéo, quand je parle de fake news, etc., c'est d'essayer de m'adresser à ce ventre mou, de gens qui ont peut-être un avis d'un côté, peut-être un avis de l'autre, mais qui sont capables de changer d'avis. Et pour ce faire, moi, mon avis personnel, c'est qu'il ne faut pas les brusquer. Il ne faut pas les brusquer. Et donc, par exemple, prenons Raoult. Raoult, c'est moi, mon avis personnel, quand on l'entend parler, je pense que c'est quelqu'un de brillant. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse le prendre pour un débile du tout, mais je pense que pas ton cas non plus. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement malin, extrêmement fin, qui a une personnalité qui a permis d'avancer et d'avoir tous les postes et toutes les récompenses qu'il a, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est quelqu'un de clivant. Et donc, il y a des gens qui vont adhérer à son profil de personnalité, et puis d'autres qui ne vont pas adhérer à son profil de personnalité. Et dans ceux qui adhèrent à son profil de personnalité, eh bien, ils vont être plus tentés de le croire que les autres. Ils vont peut-être avoir même un peu d'empathie, peut-être un peu de bienveillance. Et donc, finalement, les brusquer en disant « ce mec-là, c'est un fou », en fait, ils peuvent le prendre pour eux-mêmes, ils peuvent se braquer, et du coup, tout ce que tu vas dire derrière de vrai, parce que toi, tu dis quand même beaucoup de choses vraies, et bien finalement, ils vont pas le recevoir, si tu veux. Mais moi, c'est mon avis, mais je voudrais avoir ton avis. Alors, personnellement, j'ai choisi de pas commencer par dire qu'il est fou ou par ce genre de choses. Ce qui s'est passé, clairement, quand tu vois ma démarche, c'est que j'étais en contact avec des gens de Hong Kong, et notamment une Française, une journaliste de Stay Tuned for More, ça s'appelle, Isabelle Grenet, qui était à Hong Kong. Et elle m'envoyait des informations sur la chloroquine et sur ce genre de choses. Elle disait le gouvernement chinois est fou. Tu sais, Hong Kong, ils détestent le gouvernement, hein, ils détestent le Parti communiste chinois, donc c'est vraiment leur ennemi numéro un. Et donc elle m'envoyait, ils utilisent la chloroquine pour faire croire qu'il y a un traitement, et ils veulent faire tourner l'économie, ils en ont rien à foutre des gens, ils les laissent crever. Et donc j'avais ce retour-là en janvier-février, moi. Et j'avais des informations de ce type-là, et j'ai vu Raoult communiquer en reprenant la propagande gouvernementale chinoise, qui était on a un traitement, etc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une base de vrai sur ça? Je regarde ce que Raoult a publié sur la chloroquine, parce qu'il a fait une petite publication théorique, et je vois que théoriquement, ça tient pas tellement la route, d'un point de vue mécanistique. Alors pour le faire, je vais le faire très simple. La chloroquine, et l'hydroxychloroquine aussi, hein, les deux agissent sur l'endocytose, un mécanisme cellulaire. Si je bloque l'endocytose, je vais réduire la nourriture apportée à un parasite, parce que le parasite se nourrit par endocytose. Je vais réduire la réponse immunitaire, parce que la réponse immunitaire nécessite des communications, et ces communications impliquent l'endocytose. Et je vais réduire l'entrée d'un virus, parce que le virus, il rentre par endocytose. Et tout dépend de ce que j'affecte le plus. Et il me semble que l'endocytose va affecter très fort un organisme qui se nourrit par endocytose, donc contre le paludisme, c'est très bien. Beaucoup moins fort l'entrée virale, parce que si je bloque complètement l'endocytose, il n'y a plus rien qui marche, donc je peux la bloquer que partiellement. Et beaucoup plus fort que l'entrée virale, ça va bloquer le système immunitaire. Donc sur le papier, d'un point de vue théorique, ça me semblait pas être le meilleur des candidats. Il y avait des bien meilleurs candidats, hein, des choses qui agissaient sur la réplication virale, sur des choses comme ça. On avait 200 candidats à l'époque qui étaient en essai clinique en Chine. Et ça me semblait être un mauvais candidat théorique. Et Raoult n'avait aucune base, aucun essai clinique, rien. Il disait juste ça devrait marcher théoriquement. J'étais pas d'accord. Ça, c'était en février. Et il a ensuite, en mars, fraudé, mais vraiment fraudé, c'est-à-dire triché, pour faire croire que son truc marchait. Et à ce moment-là, moi, j'ai vu la fraude. J'ai pas vu le pourquoi. Je sais pas pourquoi il a fraudé. Je le sais pas encore maintenant. Même maintenant, je me pose la question. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et des gens m'ont dit il est fou. Et c'est vrai que ça m'arrive de reprendre un peu ce truc parce que je vois que ça comme explication par moment. Je me dis, alors je pense que je sais pas si tu as conscience de ça ou si tu le comprends. J'aime bien expliquer les choses, mais ça demanderait beaucoup de temps de te l'expliquer en détail. Si tu veux bien admettre que je dis la vérité ou que c'est un fait, que même si je me trompe, hein, tu pourras après dire il s'est trompé ou un truc comme ça. Mais si on prend comme fait que Raoult a truqué des résultats pour faire croire que la charge virale baissait et que la charge virale ne baisse pas, en prenant ce postulat-là, on se pose des questions et on ne sait pas vraiment comment réagir.
Et ce qui m'est arrivé, c'est que moi, je voulais que les gens comprennent cette fraude-là. J'ai essayé de l'expliquer, c'est la première chose que j'ai faite. Et je suis tombé sur beaucoup de monde qui me disait, mais pourquoi il ferait ça? Pourquoi il ferait ça? C'est le plus grand expert mondial, c'est ci, c'est ça. On me sortait son CV, son machin. Et honnêtement, à ce moment-là, je disais, mais j'en sais rien, moi, pourquoi il fait ça. Il le fait, c'est tout. Et c'est là que sont sortis des gens qui me disaient, bah alors il est fou, il est ci, il est ça. Et je disais, peut-être qu'il est fou, j'en sais rien. Je sais pas. Mais c'est une hypothèse possible. Et donc, je pense pas que ce soit une bonne chose, tu as raison, de psychiatriser les gens enfin, d'avoir ce discours-là pour convaincre. C'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est pas convaincre, c'est pas qu'on me fasse confiance. Ça, je m'en fous qu'on me fasse confiance. De toute façon, j'ai une tête qui inspire pas confiance. Ce que je veux, c'est qu'on comprenne la fraude, qu'on voit les faits, en fait. Et que, partant de ces faits, après, on peut faire l'interprétation qu'on veut, etc. Mais qu'on comprenne cette histoire de PCR. Et ça, c'est ce qui me dérange un petit peu dans tout le débat, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui a fait du blabla autour, y compris les anti-Raoult, hein, qui parlaient de méthodologie, de ci, de ça. Je peux tout à fait comprendre que la méthodologie est peut-être pas l'idéal et qu'il y a des gens qui sont tellement à cheval sur la méthodologie qu'il faudrait faire leur méthode. Mais moi, je suis pas de ces gens-là. Moi, je suis pas de ceux qui disent il y a que cette méthode de valable. Je suis de ceux qui acceptent qu'on fasse quelque chose d'un peu moins bien, mais dans ce cas-là, la valeur scientifique que ça est déjà moindre, et pas aussi forte que quelque chose qui est beaucoup plus fiable. Par exemple, quand on annonce un essai clinique et qu'on ne respecte pas l'essai qu'on a annoncé, je pose la question de pourquoi. Ça, pour moi, c'est presque une fraude. Et Raoult l'a fait. Il a annoncé qu'il ferait des charges virales à certaines dates, je ne sais plus par cœur, et il publie des dates différentes. Enfin, si tu annonces au départ que tu vas faire ça, pourquoi est-ce que tu changes? Et si tu te justifies même pas, si tu te dis même pas pourquoi tu as changé, il y a un souci, quoi. Oui, tout à fait. C'est sûr que des changements de protocole, pendant le protocole, il y en a, mais quand il y en a, ils sont effectivement annoncés, ils sont expliqués. Voilà, les mécanismes comme clinicaltrial.gov, c'est-à-dire les sites où on publie avant l'essai la méthodologie de l'essai, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que ça sert aussi aux journaux de s'assurer que quand ils reçoivent finalement l'article fini, eh bien, il n'y a pas eu trop de changements de méthodologie. Et si oui, dans ce cas-là, ils vont être capables d'identifier les changements et demander aux auteurs pourquoi vous avez changé de méthodologie. Et ça, effectivement, c'est très important. Et c'est en ça que moi, j'ai défendu, après l'affaire Lancet New England Journal of Medicine, j'ai fait une vidéo pour défendre l'intérêt, malgré tout, de ces revues-là, voilà, qui me semble, moi, être encore pertinent aujourd'hui. Je suis d'accord pour dire que c'est peut-être moins pertinent qu'avant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a toujours un intérêt. Je vous renvoie ceux qui sont intéressés à cette vidéo que j'ai faite après cette affaire qui était assez incroyable. Dans l'affaire Raoult, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement cette excitation assez incroyable qu'il y a eu autour de sa personne. Et quand on dit, est-ce que ce mec-là a fraudé parce qu'il est fou, moi je me dis que quand même, il ne travaille pas tout seul, au loin de là. Il ne travaille pas tout seul du tout. Les manips, à mon avis, ce n'est pas lui qui les fait. Enfin, peut-être que je me trompe. Enfin, tu seras d'accord pour dire que de toute façon, même s'il en faisait un tout petit peu, il ne pourrait pas toutes les faire. C'est impossible. C'est techniquement impossible. Donc, de toute façon, il ne travaille pas seul. Et donc, il a une équipe autour de lui. Donc, soit on part du principe que c'est une secte dirigée par un fou, d'accord, ce qui est impossible, mais ce qui est très invraisemblable, soit on essaie effectivement de trouver d'autres hypothèses que la psychiatrie. Parce que le problème de ça, c'est que à force d'utiliser le terme fou pour des gens qui font des bêtises, ou des gens qui fraudent, ou des gens qui, je ne sais pas quoi, font des conneries, eh ben, finalement, il y a une association qui se fait dans un sens. Alors c'est vrai que parfois il y a des gens fous qui font des conneries, c'est sûr, d'accord. Mais très naturellement, les gens vont faire l'amalgame dans l'autre sens. C'est-à-dire, ils vont se dire, bah, tous les fous font des conneries. Et évidemment, loin de là. Hein, loin de là. Donc je pense que c'est vraiment, faut faire très attention avec la psychiatrisation des opposants. C'est une vieille technique politique qui est utilisée depuis des millénaires. Elle a été décrite et redécrite, mais c'est pas quelque chose qui est, je pense, convaincant pour les gens. Donc c'est-à-dire en termes pratiques, ça ne fonctionne pas. Ça ne fait que galvaniser des gens déjà convaincus. Ça c'est sûr, ça galvanise à fond. Les photomontages ridicules, les vannes sur les cheveux longs, les machins, les trucs, ça galvanise un camp. Mais finalement, ça ne convainc pas les gens qui peuvent être convaincus. Et il y en a plein, parce que, ok, sur Twitter, il y a des extrêmes d'un côté et de l'autre, d'accord. Enfin, l'essentiel des gens peuvent tout à fait être convaincus de l'un ou de l'autre. Il faut arrêter de déconner. C'est pas un monde
tout blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Il n'y a pas que des extrémistes d'un camp et de l'autre. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça parce que c'est stigmatisant et c'est pas fonctionnel. Voilà, c'est mon avis. Je comprends ce que tu dis, je suis assez d'accord hein, sur ça. Par contre, je suis vraiment confronté à cette question de une fois que quelqu'un a pris le temps, parce que ça arrive pas très souvent en fait, hein, que quelqu'un prenne vraiment le temps de regarder en détail cette fraude. Une fois que quelqu'un a vraiment compris toutes les fraudes et surtout l'entêtement de Raoult derrière. Parce que ce qui est étonnant, c'est que le gars, il va faire un faux compteur sur son site. Il va faire l'ampleur des fraudes qui sont balancées par ce type et des mensonges et des choses fausses, c'est hallucinant. C'est vraiment tout bonnement hallucinant quand on est dans le domaine et quand on prend le temps de regarder. Et on se demande vraiment quelle est cette fuite en avant. Pourquoi est-ce qu'il fait ça et comme j'ai pas de réponse vraiment, et que les gens insistent, mais c'est pas possible qu'un mec fasse ça, faut que tu m'expliques pourquoi. J'ai eu plusieurs hypothèses, mais le problème c'est que soit je deviens complotiste, je vais dire le complot, entre guillemets, hein, mais c'est que. Alors j'ai regardé un peu les finances et le placement et d'où ça sortait les IHU, etc. Raoult a énormément polarisé contre le CNRS et l'INSERM au début. Il a créé une sorte de guerre entre les IHU et CNRS-INSERM. Et CNRS et INSERM sont devenus des insultes pour une frange de la population qui suit Raoult. Et ce qui est intéressant, c'est que le CNRS et l'INSERM, c'est la fonction publique. C'est les laboratoires qui ne sont pas financés, qui ont interdiction d'être financés directement par le privé. Et que les IHU, c'est une fondation, c'est un statut particulier créé par Sarkozy, où Juppé a sélectionné. C'est assez marrant, il y avait comme trésorier d'un IHU Weinberg, l'actuel président de Sanofi, hein, et on cherchait à créer et Raoult a été un des projets sélectionnés. Et on cherchait en fait à créer des instituts qui ont un statut de fondation et qui peuvent avoir directement des financements privés. Et ça se construisait en étroite collaboration avec le secteur pharmaceutique, contrairement aux laboratoires CNRS et INSERM, qui étaient passés par des fondations comme la FRM ou des choses comme ça pour obtenir des financements, et qui n'avaient pas de possibilité d'avoir un financement direct par les entreprises pharmaceutiques. Donc j'avais l'impression, entre guillemets, complotiste, hein, je ne sais pas si on peut me taxer de complotiste pour ça, qu'il y avait une guerre politique sur laquelle se sont greffés des libéraux, qui sont à la fois les républicains, et ça c'est de manière internationale, mais en France aussi, Muselier, Estrosi, ils ont tous couru hein, tout de suite, et qui avait une volonté politique de détruire un peu plus le service public de recherche et de favoriser les fondations, de taper un peu sur le CNRS et l'INSERM au profit de fondations comme l'IHU. Donc ça, j'ai vu ça se faire. Je ne sais pas si c'est construit ou si c'est fortuit, mais c'est une des explications possibles. L'autre, elle est financière. Je ne sais pas si tu as compris le montage des points SIGAPS de l'IHU, mais c'est très intéressant. Raoult a fait des vidéos lui-même pour l'expliquer. Hein. En gros, quand on publie, si on se cite, si on est cité, on gagne des points SIGAPS. Et lui, il a son pote Rollin qui a créé son journal, et New Microbes, The New Infections. Et en fait, il va publier 200, 300 publis dans ce journal. Et il va payer le journal pour être revu, parce qu'on paye toujours pour avoir une revue. Hein. On paye dans les 1000 euros, je ne sais pas quel est le montant qu'il paye exactement, mais on paye 1000 euros pour qu'il y ait un travail de relecture qui soit fait. Et là, le travail de relecture n'est pas fait dans les faits, c'est du travail fictif, entre guillemets, parce que ça dure 24 heures ou 48 heures pour être publié, c'est 200 publiés à chaque fois. Donc le gars, il donne 1000 euros pour un travail qui n'est pas vraiment fait parce que c'est publié instantanément, et ça lui rapporte des points SIGAPS parce qu'il se cite lui-même, et il reçoit des financements de l'État par rapport à ces points SIGAPS. Donc il y a un montage comme ça qui préexistait, et dont il s'est servi pour faire ses publications sur la chloroquine. Il n'a pas publié dans un journal extérieur, il a publié dans le journal de son pote. Mais ça, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de chloroquine dans cette affaire. C'est un truc. D'abord, il n'y a évidemment pas que lui qui fait ça. Il y a plein de chercheurs qui font ça. Hein, qui fait ça spécifiquement, si je pense qu'il n'y a que lui. C'est-à-dire qu'il y a plein de chercheurs qui publient dans les journaux des copains, il y en a plein. Qui publient dans les journaux des copains, oui, mais qui publient 300 articles dans un seul journal. Cet auteur-là, peut-être. À cette hauteur-là, c'est extrême. Et c'est quelque chose qui, avec les points SIGAPS derrière,
Ça s'est jamais fait. Enfin, je connais personne. Moi, si tu m'as un exemple, je veux bien que tu me le montres. Non, non, Moi, non. j'en connais pas, hein. L'ampleur, je dis pas, j'en sais rien. Mais que ça se fait, je le sais. L'ampleur, peut-être qu'effectivement, l'ampleur est inédite, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je comprends ça, mais il y a une autre hypothèse, peut-être, je ne sais pas, mais je te la soumets, dis-moi ce que tu en penses. C'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'hydroxychloroquine, d'accord, Ouais. depuis très longtemps. C'est un peu sa marque de fabrique, c'est un peu son bébé. Je mets des hypothèses, j'en sais rien, hein. Ouais. Je mets des hypothèses alternatives pour qu'on puisse réfléchir. Qu'il a une bonne expérience de ce traitement-là, qu'il est très à l'aise avec ce traitement-là, qu'il y a des papiers qui ne sont pas du tout de lui, qui sont d'avant le Covid, qui parlent d'un potentiel effet in vitro de l'hydroxychloroquine contre certains virus, y compris des coronavirus. Il y a des papiers qui datent d'avant ce corona-là, qui montrent ça. C'était un domaine de recherche très restreint, hein, avant cette histoire de Tu corona. as vu quand même que dès qu'on passait in vivo, ça marchait pas, hein. Oui, j'ai vu. Enfin, ça marche pas. Faut préciser que dès qu'on passait in vivo, ça marchait plus. Pourquoi? Parce qu'une cellule en milieu cellulaire, bah, il n'y a pas de système immunitaire autour. Donc tu vas affecter que l'entrée virale. Alors que si tu tapes sur un organisme, tu affectes l'entrée virale, mais aussi le système immunitaire. Et donc, du coup, tout ce qui est viral, bah, fatalement, jamais ça n'a marché. Donc, Je te parle à l'époque. À l'époque, à l'époque, toute chikungunya, grippe et VIH c'est pas un corona, ça. ne sont pas des coronas, c'est des infections virales. Voilà. Et tu parlais d'infections virales autres pour l'hydroxychloroquine. On a testé l'hydroxychloroquine avec. In vitro, ça marchait. In vivo, ça aggravait la maladie. Pour les trois. C'est plus compliqué que ça aggravait parce que la méthode dans les trois, je connais très bien ces trois articles-là, hein, VIH, etc., chikungunya, je les ai regardés, c'est très intéressant. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Le niveau de preuve est correct, ça ne veut pas dire qu'on en est Assez certain, faible. mais il est acceptable. Là, moi, je te parlais de coronavirus et de in vitro. On n'avait pas d'éléments in vivo à l'époque sur l'efficacité des Si coronavirus. tu parles in vitro, lycée 50 était totalement moisi. Il y a un gars qui s'appelle Lu Chen sur Twitter qui est reproduit au NIH, qui est en train de reprendre un peu tous les trucs des Chinois, qui se rend compte que c'est n'importe quoi, qu'ils ont fait de l'in vitro n'importe comment et que les résultats de toute façon sont pas reproductibles. Mais, il en parlait déjà à l'époque, hein. Il faut prendre les choses à l'époque. Et à l'époque, non, mais il avait publié à l'époque. Je t'invite à regarder Lu Chen, ce qu'il publiait LU espace CHEN sur Twitter. Tu regardes ce qu'il publiait à l'époque, c'est hallucinant. Et en plus de ça, avant le corona. pas nécessairement avant le corona, Mais je te parle de dans ça. les premiers mois, février, mars, avril. Hein. Attends, on en est là pour l'instant. J'en suis Toi, pas. t'es quelle date? Tu te mets en janvier, c'est ça? Je ne suis pas encore en mars-avril. Je te dis, un mec, dans sa tête, il a l'expérience de l'hydroxychloroquine, d'accord? Avant le corona, oui. Voilà, il connaît la molécule, c'est une molécule qui le rassure, machin, etc. Okay, il y a quelques papiers in vitro sur des coronas, autres que le corona actuel, qui ont l'air de... Ouais. D'accord, voilà. Avant la pandémie. La pandémie arrive, d'accord? Donc oui, on a aussi des papiers sur d'autres virus où ça ne fonctionne pas in vivo, mais in vitro, sur le corona, ça fonctionne et on n'a pas d'éléments sur le corona in vivo avant, comment dirais-je, la publication. Enfin, par contre, sur le SARS-CoV-1, tu as à peu près 200 molécules potentielles. Hein. L'hydroxychloroquine fait partie d'une série de 200 molécules qui avaient un effet in vitro. Hein. Je sais bien, je ne te dis pas le contraire. Je te parle du mec qui pense à l'hydroxychloroquine dans sa tête. Bien sûr. J'essaie de te faire un raisonnement. Je comprends ce raisonnement. Même si moi j'ai un favori, un candidat favori, moi j'avais un candidat favori, c'était le Camostat. Je me suis trompé, en fait les résultats in vitro sont pourris. Mais en février-mars, je disais, putain, le Camostat c'est un générique. En plus, il est même pas produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà Sanofi qui a du Plaquenil prêt à vendre. Et en plus, il a l'air de. Il tape pas spécifiquement sur le système régine-angiotensine, mais il tape sur TMPRSS2 qui est une protéine à côté. Donc tu peux retrouver des posts où j'en parlais en février-mars, je disais partout, putain, le Camostat, faut le tester. Mais quand j'ai un favori, moi je dis, j'accepte les règles du jeu. Premièrement, on fraude pas. Et deuxièmement, on teste tout à peu près de la même façon. Si c'est pas le Camostat et que c'est une autre molécule qui marche, je suis content. Et lui, il a tout misé sur une molécule en mentant, quoi. J'essaie de te mettre dans la tête d'un homme, en fait. C'est ça que j'essaie de te Ouais, mais je me mets dans sa tête, je veux bien. Il est convaincu que l'hydroxychloroquine marche. Mais une fois que je suis à ce stade-là, si je suis convaincu que ça marche,
Je vais pas frauder pour dire que ça marche. Je vais tester et surtout vérifier les autres en même temps et montrer que ça marche mieux que le Favipiravir, que ça marche mieux que le Caletra et que ça marche mieux que le Remdesivir. Je vais faire des essais comparatifs. Je vais pas commencer par dire ça marche en mentant et ensuite dire à tout le monde surtout tester rien d'autre, ça marche. Alors, je continue mon raisonnement, Ouais. d'accord? On a encore été, tu pars trop loin. Je pars trop loin, d'accord. Vas-y, je te laisse parler un peu. Donc, une étude clinique randomisée en Chine, on a une sorte de report, de early report qui arrive sur la toile, disant, alors que le virus est encore qu'en Chine, disant apparemment l'hydroxychloroquine, ça fonctionne. Ou la chloroquine, je ne sais plus lequel, si c'était chloroquine ou hydroxychloroquine, leur early report en Chine. Là. Ouais, c'est un early report avec une dizaine d'essais cliniques sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Enfin, c'est de la chloroquine surtout. C'est ce que les Hongkongais disaient, c'est le gouvernement chinois qui veut qu'on sorte. Ouais. Voilà. Et donc, le mec voit ça. Le mec qui, dans sa tête, a confiance en l'hydroxychloroquine, sait qu'il y a quelques papiers in vitro pour dire que ça marche sur un précédent coronavirus, d'accord? Et qui est le spécialiste, si tu veux, de l'hydroxychloroquine. Donc moi, je pense que dans la tête d'un mec, quand tu mets l'ensemble de ces faisceaux-là, il y a une excitation, il y a une envie, il y a un truc qui se passe qui dit « je vais tout miser là-dessus ». Parce que moi, je connais la molécule, j'ai l'expérience, je sais que c'est pas trop dangereux, ce qui est vrai, parce que, alors ça aussi, c'est rigolo quand même, hein, parce que qu'il y ait des risques avec l'hydroxychloroquine dans une maladie qu'on ne connaît pas, je veux bien qu'on l'envisage, mais on a eu sur Twitter des docteurs qui ont dit il va y avoir 5% de morts, il va y avoir des trucs de fou, des trucs vraiment hors propos qu'il fallait. Pour moi, il y a effectivement, d'après tout ce qu'on regarde, une surmortalité de 10%. Non, c'est vraiment ça, on ne peut pas dire ça, vraiment. Ça, alors je t'explique pourquoi je dis ça. Ouais, c'est assez simple. Quand 10% de surmortalité, ça ne signifie pas 10% de mort. Et déjà, il y a un petit jeu qui est fait sur ça pour discréditer cet argument. Si on passe de 1% de... Là, on est à un CFR, je crois, à 0,3, 0,4%. Enfin, l'OMS n'arrête pas de changer cette valeur. On est entre 0,3 et 1% de mortalité quand on est malade. Ok, prenons 1%, ce sera plus simple pour les calculs. S'il y a 1% des gens qui l'ont qui meurent, si on passe à 1,1%, à une petite échelle, ça ne se verra jamais. Il faut que tu aies au moins 10 000 ou 20 000 personnes qui passent pour que tu puisses voir une différence. Statistiquement significatif, ouais. Ouais, et le problème, c'est que il n'y a que des gens qui font à petite échelle qui parlent. Mais du coup, tu ne peux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que les gens qui disaient que 5% des gens qui prendraient l'hydroxychloroquine mourraient, bah, ce n'étaient pas des gens raisonnables. Ça, on le sait. Voilà, la seule étude qui a été faite en prospectif, qui a respecté ce qu'elle annonçait, et si on conteste le protocole, il fallait le contester au départ, il ne faut pas le contester maintenant, c'est Recovery. Et Recovery, pareil, moi je suis un grand défenseur des essais randomisés contrôlés en double aveugle, je suis très très pour, mais enfin, pareil, Recovery, ils ont quand même un schéma, qui est quand même un design qui est quand même étonnant. Je veux dire, toi qui connais un peu la science, c'est quand même assez étonnant comme schéma thérapeutique, c'est aussi assez étonnant comme inclusion. Si tu veux, qu'au tout début, en Chine, dans les premiers cas, on ne fasse pas de PCR pour être certain du diagnostic, je comprends bien, mais quand on fait un RCT, on s'assure du diagnostic, on ne se contente pas d'un diagnostic clinique. C'est pas correct. C'était trop tard pour faire ça. Au début, les données sont dispo. Tu peux aussi enlever ce qui n'a pas eu de PCR confirmé. Et tu obtiens toujours le même résultat. Le résultat est fiable, même si tu enlèves la partie non contrôlée par PCR. Méthodologiquement, c'est plus compliqué. Parce que des gens te disent, un méthodologiste te dira que ce n'était pas prévu dans le protocole initial, que oui, on peut faire des analyses a posteriori, mais enfin que bon, c'est pas comme ça que c'était designé au départ. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est que les dosages d'hydroxychloroquine, les machins, c'était quand même une étude un peu particulière, un petit peu étrange, qui n'a pas du tout été confirmée dans d'autres études. C'est pas voilà, c'est quand même la surmortalité. Alors, il y a des études. Moi, je vois les études vraiment, je les ai vues une par une et je les analysais à chaque fois. Je sais pas si tu as le temps de regarder mon blog. Dès qu'une étude sortait, je la balançais sur mon blog et je regardais tous les biais qu'il y avait, toutes les conneries qu'il y avait. Je prenais l'essai clinique original parce que le nombre d'études avec essais cliniques qui ont été transformés en rétrospective, c'est hallucinant déjà. Ah oui. Juste de se dire que les mecs, ils prévoient une étude randomisée, etc., et puis ils la transforment en rétrospective, YOLO, coucou. Parce que c'est compliqué.
parce que c'est compliqué. Ça aussi, je trouve qu'il y a eu des critiques sur Twitter qui sont. Enfin, moi, Alors, attends, je t'en donne une. Tu vois, l'argument du c'est compliqué, je l'accepte pas sur celle-là. C'est un mec qui voulait comparer de la médecine traditionnelle chinoise, qui avait fait 3 groupes avec 150 patients dans chaque groupe, donc il y avait 450 patients, avec de la médecine traditionnelle chinoise. Et le gars, ce qu'il décide de faire, c'est d'en faire son groupe contrôle et d'envoyer des mails à tous ses collègues en Chine en leur demandant des données Non, mais ça, c'est pas de sur la médecine. l'hydroxychloroquine. Mais ça, c'est pas de la médecine. Non, mais je te parle de choses Oui, sérieuses. mais c'est sur ça que s'appuie Raoult. C'est sur ce mec-là qui s'appuyait au début. C'était la seule publique qui était sortie à l'époque. Et Raoult l'a partagé massivement, ce truc. Non, mais ce que je veux te dire, Et celui-là, c'est qu'un exemple. T'en as un deuxième. Enfin, faut aller dans le fond des choses. Faut les regarder, ces études. L'autre étude qui est hallucinante aussi, ils avaient testé différents bras avec de l'hydroxychloroquine, du Kaletra, etc. Et puis finalement, ils ont décidé de foutre tout le monde sous l'hydroxychloroquine pour avoir une force statistique. Donc il y en a qui avaient Kaletra plus hydroxychloroquine, il y en avait qui avaient que hydroxychloroquine. Ils ont fait un gloubi-boulga de n'importe quoi. Et en fait, on a plein de rétrospectives complètement foireuses par des gens. Surtout, c'est ça qui moi me choque, c'est que je regarde, en plus de regarder la science, je regarde les personnes. Et ces personnes communiquaient dès mars en disant l'hydroxychloroquine, ça marche. Si un mec communique dans la presse tous les jours en disant l'hydroxychloroquine, ça va marcher, vous allez voir, je vais vous le montrer, et ensuite fait une étude rétrospective 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, est-ce qu'il peut encore dire ça ne marche pas? Alors voilà, et ben donc tu vois, on arrive au cœur de ce que je voulais te dire, c'est l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, dans sa tête, on est un peu, à chaque fois, on est un peu dispersés tous les deux, je vois, hein, donc c'est un peu tous les deux. Je crois qu'on fonctionne un peu comme ça, pareil, tous les deux. Et c'est là où moi je voulais en venir. Je pense qu'il y a une sorte d'escalade de l'engagement dans le cerveau de quelqu'un qui fait qu'il va persister et que ça va l'autoriser à faire des aménagements dans sa tête. Hein, je parle pas dans Tout à fait, ouais, je comprends. Hein. Dans sa tête, il va aménager ce critère si tu veux, de sérieux, et il va s'assouplir pour aller dans son sens, si tu veux. Il va assouplir la réalité, il va légèrement la tordre pour qu'elle aille dans son sens, et ça va lui faire des bêtises, d'accord? Et je pense que toute cette histoire d'hydroxychloroquine, ce n'est que de l'escalade de l'engagement. Il y a eu Tout à fait. mais incroyable, mais c'est un truc incroyable. Moi, je me suis régalé en tant que psychiatre de voir les mouvements de foule, les trajectoires individuelles aussi, c'est très intéressant. C'est très intéressant les foules, mais les trajectoires individuelles sont passionnantes aussi. Il y a une escalade de l'engagement qui fait que le coût psychique pour revenir en arrière ou pour modérer son propos est trop élevé. C'est-à-dire que ça détruirait l'individu. Aucun individu, il y a plein de gens, chez les pros et chez les antis, ils sont irrécupérables. C'est-à-dire que si demain on a une preuve certaine, absolue et définitive de l'efficacité à 100% ou de l'inefficacité à 100%, il y a des gens dans les deux groupes qui diront que c'est faux. Tellement il y a eu une escalade de l'engagement et tellement dire l'inverse, ce serait se flinguer l'esprit. Voilà. Bah, pour moi, il faut dissocier les deux problèmes. Mon enjeu, il est central. Pour permettre à une personne comme moi, imaginons demain l'hydroxychloroquine, il y a une étude qui me démontre sans ambiguïté que c'est ultra efficace comme traitement. Je serais super content. Je pense que c'est très peu probable, hein, mais je serais super content. Et je sais dissocier les choses. Moi, malgré ça, j'estime que Raoult a fauté et qu'il a fait quelque chose d'extrêmement grave en mars. Et je pense qu'il faut dissocier ces deux problèmes. Et le souci, c'est qu'ils ont été trop associés. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire que si jamais l'hydroxychloroquine marche, ça réhabilite Raoult. Moi, Raoult, il est grillé de base. Pour d'autres raisons, pour des raisons de fraude, pour des raisons de mensonge, pour ces raisons-là. Et il faudrait les mettre sur la table, écarter définitivement la personne du débat public sur ce sujet, parce qu'il est tellement, comme tu le dis, il est tellement engagé déjà qu'il ne peut plus être raisonnable, mais en plus, il a fraudé, il a menti dans tous les sens. Ils le sont tous engagés. Ils le sont tous engagés, d'une part, et alors d'autre part, moi je suis assez inquiet aussi de la sentence, si tu veux. Admettons que Raoult est fraudé, ce que je veux tout à fait bien croire, et je pense qu'il a dû le faire à plusieurs reprises dans sa vie, comme beaucoup de chercheurs malheureusement, beaucoup de chercheurs. Admettons qu'il est fraudé, je ne pense pas que ce soit définitivement une raison de ne plus jamais l'autoriser à faire de la recherche, par exemple. Parce qu'en vrai, si on fait ça, il n'y a plus de chercheurs, parce que beaucoup ont fraudé, beaucoup sont arrangés avec leurs résultats. Tu le sais toi-même, tu l'as dit, et c'est aussi pour ça que tu es parti.
Donc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dire, moi, je suis intransigeant parce que moi, j'accepte pas. En fait, je me dis, alors, d'autres sanctions, mais diriger un IHU, non, c'est pas possible. Un mec comme ça. Enfin, faut voir le niveau de fraude aussi. Il y a fraude et fraude. Il y a le gars qui fait une petite erreur. Lui, il est dans le summum de la fraude. Est-ce que tu réalises que le gars, il a fait des PCR? Je sais pas si tu maîtrises la PCR. Est-ce que tu maîtrises la PCR? ah bah, j'ai pas fait moi-même de PCR. Après, oui, bien sûr que je sais ce que c'est une Tu sais PCR. ce que c'est, tu vois ce que c'est théoriquement, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai fait plein dans ma vie en pratique. Quand je me suis confiné, j'ai fait 600 bornes pour me confiner avec une nana qui était entre tech et ingénieur, elle a un statut d'ingénieur, et elle avait 12 thermocycleurs chez elle. Et je voulais absolument qu'on fasse un truc où on avait calculé, on était capable de faire 60 000 tests par jour dans un seul labo. Et on avait besoin d'un feu vert gouvernemental, etc. pour le faire, on l'a jamais eu. Et on voulait faire des PCR poulets, on était à fond, quoi. Et Alors, moi, je te coupe là 2 secondes. Vous voyez, les gens qui nous écoutent, c'est pour ce genre de choses que j'ai voulu inviter ce monsieur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du discours qu'il tient. Il était confiné avec une fille, ils se sont proposés à faire 60 000 PCR. C'est incroyable. Il y a des gens, écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont atypiques, qui sont en dehors des cases. Il y a des gens qui ont fait un doctorat puis qui sont barrés parce qu'ils ont dit il y en a marre de tous ces cons, etc. Qui sont des gens exceptionnels. Voilà. Et je te dis ça, c'est pas pour te flatter. Tu m'as engueulé sur Twitter, donc je n'aurais pas de raison particulière de te flatter du tout. Mais c'est juste, voilà pourquoi j'ai voulu inviter aujourd'hui sur la chaîne Food Normandie un homme comme ça. Parce que ça, c'est le type de profil dont on a besoin. C'est des gens comme ça. Alors, je peux être un peu vulgaire et je peux t'insulter ou pas, vas-y, vas-y, hein. mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, crois-moi, sans Volontiers. blague. C'est des petits cons. On a besoin de petits cons comme ça. C'est ça dont on a besoin. Hein, de gens qui vont dire oh là là, il a les cheveux longs, il est jamais content, il critique toujours tout, il s'est enfermé dans un truc, il a proposé de faire 60 000 PCR, mais c'est qui ce mec-là, il se prend pour qui? Eh ben, on a besoin de gens comme ça, et on a moins besoin de petits obsessionnels qui font leurs petits trucs train-train habituels. Voilà. Donc, excusez-moi, c'était une petite aparté. J'espère que tu me pardonnes de t'avoir traité de con. Ah, C'était moi, je respecte beaucoup aussi les scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les petits labos, qui ont leur train-train, qui font leur boulot et qui le oui, font bien sûr. super bien. Et c'est des gens qui sont très très compétents et qu'il faut beaucoup écouter aussi. J'aime beaucoup les écouter parce qu'ils ont quand même des grandes compétences. Et justement, il y en a un qui est un peu comme ça, c'est mon ancien directeur de thèse, avec qui j'ai mailé tout de suite, et qui pour moi est une des personnes ressources qu'il faudrait utiliser en France. On a plein de gens comme lui qui sont pas exploités. Et ça, j'en reviens à la ministre. Le problème, c'est qu'il faudrait un chapeau, enfin, il faudrait une tête. Alors, moi, je parle de la France, hein, tu pourrais parler de la Suisse aussi. Mais on manque de quelqu'un qui chapeaute ça de manière un peu intelligente et cohérente. Et je t'explique le truc. Sur la PCR, on choisit des amorces. On choisit un couple d'amorces qui permettent d'amplifier une région. Et dès le départ, j'ai regardé toutes les amorces qui étaient utilisées, parce que les premiers qui en ont sorti publiquement, c'était la Charité à Berlin. Et quand tu designes des amorces, quand tu sélectionnes l'endroit que tu vas amplifier, tu vas prendre des amorces qui ont une certaine longueur. Tu vas prendre entre 15 et 20 bases. Alors ça paraît très court, comme ça quand on dit 15 bases, on se dit ouais, ils sont fous, ils amplifient sur 15 bases. Mais en fait, 15 bases, c'est suffisant pour qu'il y ait une chance sur des milliards de le retrouver ailleurs. Donc c'est assez spécifique. Et sachant que c'est des paires d'amorces, donc c'est carrément 30 bases qui sont couvertes, là c'est impossible de trouver la même configuration autre part, quoi. Donc c'est assez spécifique, c'est plutôt bien. Mais le problème, c'est que les liaisons GC sont plus fortes que les liaisons AT. Et dans toutes les amorces qu'on utilise, on a un pourcentage de GC qui est trop faible. Normalement, on choisit 60% de GC, et là on est dans des 40 ou 30% de GC parfois. Les amorces, elles sont pourraves, rien que pour ça. On a besoin de nester. Les amorces chinoises, elles font de la PCR nestée. PCR nestée, ça veut dire faire une première PCR, puis prendre de nouvelles amorces à l'intérieur et faire une deuxième PCR. Donc en fait, mondialement, dans nos kits de détection, qui sont des kits validés, payants, etc., les entreprises font un gros business avec. En France, on les paye super cher. On utilise des amorces qui n'ont pas été développées par les plus intelligents des biologistes moléculaires, mais qui ont été développés par les services R&D de boîtes comme Roche et Qiagen, et qui les vendent en fait cher, mais qui n'ont pas optimisé au mieux, je pense. Je pense qu'on devrait faire une phase de 2 mois ou de 1 ou 2 mois où on prend tous les biologistes moléculaires qui s'y connaissent
et qui font des PCR en boucle avec des contrôles positifs et des contrôles négatifs et qui nous sortent les meilleures amorces possibles. Et ensuite, on les fabrique nous-mêmes, les amorces. Et on fabrique nos kits nous-mêmes parce qu'on n'a pas besoin de payer la polymérase à Roche. Moi, je sais en faire de la polymérase. Pendant ma thèse, j'en ai fabriqué de la polymérase tout le temps. Donc en fait, on a un ensemble de choses qui se sont mises en place sans direction, sans organisation, et qui posent vraiment problème. Et sur ça, moi, je m'étais tout de suite confiné et je m'étais intéressé à la PCR dès le départ. Et du coup, comme je suis vraiment spécialisé dans ça et que j'ai discuté avec pas mal de monde sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme PCR, j'étais très au fait des PCR au début de la pandémie, dès mars. Et quand j'ai vu déjà les amorces choisies par Raoult, qui sont pas des amorces top, qui sont les amorces. Enfin, il a pris les amorces chinoises, il a rentré de quelques bases, enfin, il s'est mis quelques bases plus loin, quoi. On sent qu'il a designé ça à l'arrache. Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu peux faire des PCR classiques où tu vas révéler avec un gel d'agarose, c'est-à-dire que tu vas utiliser une lampe UV et tu vas avoir un bouton que tu tournes comme ça. Et plus tu le tournes, plus tu vas détecter. Donc ton nombre de cycles n'est pas le seul paramètre qui va te permettre de détecter le virus. Tu peux faire 35 cycles, tu fixes le nombre de cycles au départ, tu peux faire 35 cycles, mais ensuite tu vas tourner un bouton qui va te permettre de détecter mieux le résultat. Donc tu peux t'amuser à tourner le bouton à fond, et en fait tu vas détecter quelque chose qui correspondrait à du 40 ou 45 cycles si je passais en QPCR. Et à côté de ça, il a fait de la QPCR. Donc il faisait les deux techniques en parallèle. C'est pas très précisé pourquoi, comment, mais en tout cas, il faisait de la PCR et de la QPCR. Et là, ce qui est choquant, c'est que ces PCR sont à 100% positives. Dès qu'il fait une PCR, Raoult, elle est positive. Ça veut dire qu'il tourne sa lampe UV au maximum. Ça veut dire qu'il veut toujours détecter un truc, donc il pousse à blinde pour détecter. Et sa QPCR, il l'a fait de manière... il peut pas tricher, il peut pas tourner une lampe UV. Il a sa mise au point, donc il est obligé de la respecter. Et quand on regarde son étude sur la charge virale, les contrôles ont été faits en PCR majoritairement, et l'hydroxychloroquine, les patients traités, ont été faits en QPCR majoritairement. Mais attention, c'est pas 100%, hein. C'est du 80%, 70%, quoi. C'est un truc, un mélange, un gloubi-boulga. Mais si je retire du coup les PCR de l'expérience, la charge virale ne baisse pas. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun effet. C'est fini. Tu veux dire, si on garde que les QPCR, tu veux dire? Si on garde que les QPCR, il n'y a plus d'effet. Et le mec, en fait, non content de tricher avec sa PCR, en plus, il les a pas faites tous les jours. Il a dit, il les a faites un jour sur deux, et il a dit, comme c'était positif la veille et positif le lendemain, je compte comme positif quand c'est au milieu. Je l'accepte, c'est logique, je veux bien. Mais du coup, il a aussi compté comme positif le dernier jour, ou parfois les 2 derniers jours. Alors qu'il a même pas fait la PCR. Et le pire, c'est que quand il a sorti son étude, il a sorti 2 préprints en même temps, et il y avait des notes done, c'est-à-dire PCR pas faite, mais ça correspondait pas entre la version préprint et la version finale. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui n'a pas fait sa PCR, et puis dans la version finale, il l'a faite, et c'est un autre qui n'a pas fait sa PCR. Enfin, il n'y a rien qui correspond. Tout est faux dans ce truc. Donc, il y a un trucage qui est fait d'un point de vue... Enfin, c'est pas vraiment statistique, c'est un trucage qui est fait par rapport à la PCR, par rapport à la technique pratique. Et alors, je veux bien que Raoult n'a peut-être jamais fait de PCR de sa vie. Je le pense, hein. Et je te dis pourquoi. Il a eu sa thèse avant que la PCR soit courante. Donc, je veux bien que ce soit un étudiant qui l'ait feinté. D'autant plus que j'ai 9 ans auparavant, moi, je formais les étudiants de Nice et qu'il a fait faire des PCR à Nice et que j'ai appris à mes étudiants à truquer la lampe UV. Je leur ai appris à faire ça. Pourquoi? Parce que je pense que quand on maîtrise un trucage, quand on maîtrise une fraude, on est capable de la déceler. On est capable de ne pas se faire avoir. Et je leur ai expliqué, regardez, il est possible de fermer l'opercule, de tourner comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous allez voir apparaître des bandes. Si vous déposez votre gel un peu mal et que vous essayez de baver un petit peu sur le côté, vous allez avoir tout positif assez facilement. Et je leur apprenais comme ça, je leur montrais en TD. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai appris à mes élèves en TD à faire. Enfin, c'est la fraude classique à la con, quoi. Alors, est-ce que Raoult s'est fait avoir par un étudiant qui l'a fraudé? Que tu as formé? Que je l'ai formé, c'est de ma faute. Non, je pense pas que ça avait. Enfin, faut pas toujours tout. On a tendance parfois à tout rattacher à soi. Cette fraude, il y a beaucoup d'autres chargés de TD qui l'apprennent aux élèves. C'est quelque chose qu'on apprenait à Nice pour expliquer aux élèves faites gaffe à pas vous faire avoir par la triche, quoi. Mais je me dis, soit le gars, il a pas vu la fraude, mais dans ce cas-là, il est responsable quand même parce qu'il met une telle pression sur ses étudiants, parce que c'est connu cette pression, ça date pas d'hier, hein.
C'est des pressions qu'il met, la CGT, elle s'est mobilisée, il y a eu plein d'histoires à l'IHU. Il est responsable du fait de sa gestion de l'Institut, par la pression qu'il a mis aux étudiants. D'accord. Donc ça, pour moi, il a cette part de responsabilité, et si c'est pas ça, s'il est conscient de la fraude et qu'il continue, c'est encore pire. C'est gravissime, quoi. Enfin, En tout cas, est-ce que, parce que ça fait déjà 52 minutes qu'on papote, alors à mon avis, on a perdu beaucoup de gens, mais c'est pas grave, c'était un bonheur. Est-ce qu'on est d'accord pour dire une chose, c'est que quand on veut convaincre des gens qui peuvent être convaincus, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas être convaincus, mais qui peuvent être convaincus, mieux vaut pas utiliser l'argument psychiatrique. je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je l'ai un peu employé, hein, je dis pas le contraire, ça m'est arrivé. Mais lui aussi, hein. Lui aussi, Ouais. hein. Et en répondant, mais je te pose une contre-question du coup. Ouais. Tu fais quoi si tu sais qu'il y a vraiment la fraude, tu as établi tout ça, Ouais. et que les gens te disent pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bah, moi, je pense qu'une manière raisonnable de voir les choses, c'est j'en sais rien, et à vrai dire, je m'en fous. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui déconne. Je vous ai montré qu'il y a quelque chose qui déconne. Après, vous interprétez le pourquoi ça a été fait comme ça, si vous voulez, comme vous voulez. Mais voilà. Moi, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est le plus raisonnable. Après, tout ce que tu diras de plus, ce sera un peu du militantisme, finalement. En tout cas, ça sera du procès d'intention ou de la psychiatrisation ou de je sais pas quoi. Donc voilà. Mais après. Alors moi, je me suis retrouvé avec des gens fanatisés qui n'acceptaient pas de... Tu vois le temps qu'on a mis, et les gens qu'on va perdre aussi dans cette vidéo, pour parler du fond des choses. Parce que quand tu veux parler du fond, quand tu veux parler d'une fraude, tu as besoin d'avoir des connaissances. Et encore là, je l'ai survolé. Je pense que tu maîtrises un petit peu la PCR, comme tu m'as dit, donc je pense que tu as compris. Je suis pas sûr que toute personne qui regarde a compris vraiment. J'invite à regarder, parce qu'il y a Olivier Berruyer qui ne connaît rien à la PCR, qui est un journaliste et même un peu complotiste, qui a vu mon travail, en fait, parce que moi j'ai fait des vidéos, j'ai essayé d'expliquer ça. Et sans parler de folie ni rien, hein, juste en parlant de la fraude. Et lui, il a regardé mon truc, et il a dit, mais c'est super intéressant, et il a voulu reproduire ce que je faisais. Et ce qui est génial, c'est que ce mec, il a passé des nuits blanches avec moi. On a passé 2 semaines au téléphone, des fois on passait 4 heures au téléphone toute la nuit. Hein. Mais il a voulu reproduire lui-même la chose pour la comprendre. Et ce qui est cool, c'est que tout en le faisant, il allait plus loin que moi. Il a trouvé des choses que j'avais même pas vues. Et surtout, il a fait en le publiant au fur et à mesure, en écrivant tout. Et du coup, il a fait un dossier, mais qui fait 10 pages, hein, sur l'écrise, où il y a écrit, enfin sur Raoult, hein, on tape Raoult l'écrise, on le trouve normalement. Il y a 10 pages de contenu qui sont faits avec moi, en fait, avec mon expertise sur la PCR, etc. Mais où quelqu'un qui n'a jamais fait de PCR de sa vie, qui ne sait même pas comment ça marche, a passé 2 semaines de sa vie à faire des nuits blanches, à essayer de regarder et à essayer de reproduire le résultat, à le comprendre en long, en large, en travers, et la vulgariser derrière. Et donc ouais, ce travail-là de vulgariser, il est très important, mais je me suis heurté à des gens qui ne prennent pas ce temps. Et c'est normal, on n'a pas le temps de regarder pendant, je sais pas, 30 heures la PCR, de comprendre la fraude, etc. Et donc, ces personnes-là, je me suis rendu compte, c'est une habitude que j'ai prise, hein, que en leur expliquant cette histoire que je t'ai racontée sur le financement de l'IHU, en leur racontant les histoires politiques, puisque j'ai fait un petit, alors j'ai fait un blog hein, dessus, je te l'enverrai si tu veux. Il y a une partie aussi politique où j'explique tout le réseau politique qui soutient Raoult. Comment il s'est mis en place, comment il a créé son IHU, comment il se finance et comment il se maintient. Et enfin, c'est intéressant de regarder. Il y a des bouquins entiers qui sont sortis sur la création de l'IHU. Il y a un gars qui a écrit la biographie de Raoult et qui a expliqué comment il a obtenu ses premiers financements, quoi. Avec Yvon Berland à côté. Enfin, c'est super intéressant. Et, ouais. Et donc, du coup, ouais, j'ai commencé à rentrer dans ce discours parfois politique et parfois aussi psychiatrique, parce que les gens n'écoutaient que ça, n'acceptaient que de commencer à s'intéresser à la fraude si on leur parlait d'autre chose d'abord. Et pour moi, c'était... J'essaie de te donner un peu de contradiction, même si, en fait, je suis très d'accord avec toi. Hein. J'aime pas psychiatriser les gens. Mais il m'est arrivé de le faire en disant... en prenant ce point de départ pour pouvoir parler de la fraude derrière. Pour que la personne accepte de s'intéresser au fond. Dise, mais t'es ultra violent contre Raoult, tu dis un truc tellement violent, comment tu peux dire un truc pareil? Et là, elle est curieuse et elle commence à s'intéresser au pourquoi du comment. Je préfère la démarche inverse. Hein. Je préfère qu'une personne s'intéresse au fond et passe 3 heures dessus. Mais
en fait, je me suis rendu compte, alors je sais pas comment ça s'appelle, ça doit sûrement avoir il y a des spécialistes qui doivent étudier ça, mais ça m'arrive de le faire dans ma vie aussi. C'est un peu de taper pour attirer l'attention, pour que la personne s'intéresse à la chose. Tu vas un peu violemment au début, et puis finalement, la personne, elle va dire, ah ouais, d'accord, et puis elle va regarder pourquoi tu dis ça, et elle va regarder le fond. Et donc, l'objectif n'étant pas de psychiatriser, en fait, mais l'objectif étant de permettre à la personne de s'intéresser à quelque chose qu'elle ne regardait pas avant. Ok, bah, écoute, tu as été clair. En tout cas, moi, je suis ravi de t'avoir reçu sur la chaîne. Je pense que je m'étais donné deux objectifs pour les personnes qui regardent la vidéo. C'est un, de découvrir une personnalité hors norme, exceptionnelle, atypique, qui est brillante, qui pense différemment, qui s'exprime différemment, parce que voilà, on est très attaché à la diversité, à la typicité, etc. Voilà, donc on est content là-dessus. Et deuxièmement, je suis content qu'on soit d'accord sur le fond, que dans la mesure du possible, il faut éviter de psychiatriser. Donc merci infiniment. Je vous invite tous à suivre sur son compte Twitter Alexander Samuel. C'est @AlexSamTG. Son compte Twitter. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Si j'y pense, je le mettrai dans la description de la vidéo. Et donc, encore une fois, merci infiniment, Alexander. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt, merci pour l'invitation. Merci, à bientôt.